Bienvenue à notre présentation sur le massacre de Saint-Barthélemy, un jour important du XVIe siècle et donc la Renaissance. C'était un jour clé dans l'histoire des catholiques et protestants pendant les guerres de religion. Nous examinerons les événements et la tension qui ont précédé le massacre, le jour lui-même et ce qui s'est produit, et finalement les conséquences. Je commence en considérant la période précédant le jour de la Saint-Barthélemy. Il y a 3 événements qui se relèvent les plus cruciaux. Premièrement, la paix de la Saint-Germain-en-Laye, ce qui a marqué la fin de la Troisième guerre de religion en 1570. La paix était précaire entre les Huguenots, les protestants de la région, et les catholiques, parce que les catholiques ont refusé de les accepter à la cour royale. C'est illustré par les émeutes à Paris et les maisons des protestants principales qui étaient brûlées au début de 1571. Deuxièmement, le mariage au 18 août 1572 entre Henri III de Navarre, un protestant, et Marguerite de France, qui est la fille de le roi Henri II. Nous avons décidé de tourner une partie de notre présentation dans le château de Blois. C'était le château dans lequel Catherine de Médicis a vécu et où elle est morte. Comme Brie a déjà expliqué, beaucoup de gens ont pensé qu'elle a joué un grand rôle dans les guerres de religion. Un grand nombre de protestants s'est rassemblé à Paris pour le mariage, ce qui seulement a jeté plus d'huile sur le feu. Le troisième événement qui a mené la tension à la point crucial, c'était la tentative d'assassinat de l'amiral de Coligny le 22 août, 4 jours après le mariage. L'amiral de Coligny était le conseil du roi et le chef des Huguenots. C'est un mystère qui a conspiré pour faire la tentative d'assassinat, mais les historiens ont quelques suspects, incluant Catherine de Médicis. Dans tout cas, c'est certain que cet acte horrifique a déclenché la violence à suite. Le massacre de Saint-Barthélemy était un bagne de sang sans précédent. Dans la nuit du 23 au 24 août, un conseil royal se réunit, au cours duquel il est décidé d'assassiner le grand chef protestant, Gaspard de Coligny, et aussi un certain nombre de chefs protestants. La cloche de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois sonne le tocsin. Aux premières heures du 24 août, Coligny et les chefs huguenots, un mot qui signifie les protestants, sont assassinés à Paris. L'amiral est sauvagement tué dans son logis. Il est défoncé et décapité, tandis que de nombreux gens huguenots sont massacrés au Louvre et en ville. Les catholiques portaient une croix blanche à leur chapeau pour qu'ils puissent se différencier entre eux et leurs ennemis, particulièrement dans la nuit. Les protestants qui sont sortis de leur maison, alors les hommes, les femmes et même des enfants, ont été tués, déshabillés et jetés dans la Seine. Pendant 3 jours, la tuerie se poursuit, échappant au contrôle royal. La violence est extrême. La tête de Coligny a été apportée à la famille royale, puis la tête était emballée et amenée au pape. Le petit matin du massacre, dans un cimetière parisien, quelques catholiques ont vu la floraison inhabituelle d'un buisson d'aubépine et ils ont considéré cela comme le signe que leur Dieu approuve le massacre. Pour autant que nous sachions, les catholiques pensaient que toutes leurs actions étaient en ligne avec la Bible. Lorsque les nouvelles de l'événement parisien arrivent dans les provinces, le massacre se déclenche à l'initiative des autorités locales ou des populations dans certaines villes, notamment à Meaux, Orléans, Angers, Lyon, Toulouse et Bordeaux. La nuit de Saint-Barthélemy restera dans les mémoires comme un massacre majeur avec plus
de 3000 protestants tués à Paris et 10 000 morts dans toute la France. Le massacre a eu lieu dans plein de villes comme Lisa a déjà fait mentionner. Quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant est ce qui se passait en Troyes. Une lettre du roi arrive le 2 septembre en disant qu'il faut arrêter le massacre. Cependant, le massacre a continué jusqu'au le 4 septembre. Le 5 septembre, la lettre était publiée après tous les protestants étaient déjà morts. Quelques croient que la lettre a indiqué de ne publier pas jusqu'au ils sont tous morts. Donc la publication de la lettre avait sauvé le face du roi. Pas toutes les villes ont réussi à tuer les protestants. Il y avait un bastion protestant d'où beaucoup de protestants ont fui. Ce bastion était à La Rochelle. Le massacre de la Sainte-Barthélemy causeront partout en Europe une vive émotion. C'était la première fois qu'un souverain réputé juste ordonné le massacre d'une partie de son peuple. Les réactions prenaient cependant des allures très différentes. Les souverains catholiques de toute l'Europe se réjouissent. Même à Rome, le pape se félicita. Les catholiques dedans et dehors de la France ont vu le massacre comme une façon d'arrêter l'imminent huguenot coup d'État. Tandis que la reine Élisabeth d'Angleterre, favorable aux protestants, prennent le deuil. Il y avait aussi un groupe de gens qui sont s'appelés les politiques. Les politiques ont mis l'importance de l'unité de la France au-dessus des religions. Ils ont trouvé le massacre comme un crime horrible. En France, le parti protestant est sévèrement décapité de ses chefs politiques. Le massacre déclenche une nouvelle guerre de religion qui dure un an jusqu'en août 1573. Dans le pays protestant se fout bien sûr l'indignation. La Suisse peina à accueillir le flot de réfugiés. En Angleterre, Élisabeth, bien que consternée, s'attacha à conserver ses relations avec la France, car les deux pays en avaient besoin pour tenir tête à l'Espagne. En particulier, elle ne répondait pas aux appels à l'aide des protestants retranchés à La Rochelle. Les conséquences du massacre de la Sainte-Barthélemy sont multiples. Charles IX et Catherine de Médicis décident de stopper la politique de conciliation. Les conversions sont encouragées jusqu'à obtenir de Henri de Navarre abjure le protestantisme le 26 septembre 1572. Évidemment, la plupart des conversions se font sous la menace et la pression. À Rouen, par exemple, c'est 3000 personnes qui abjurent. Le parti huguenot était désormais son chef de guerre de valeur. Le roi espère ainsi rétablir son autorité sur l'ensemble du royaume. Il reste au roi à négocier avec la ville de La Rochelle, bastion protestante. On sait bien aujourd'hui que l'échec de ces négociations ouvriront la 4e guerre de religion.